Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre constante fidélité et renouvelée à votre première chaîne d'information du Mali, qui d'ailleurs vient de fêter, en tout cas son premier anniversaire. C'est l'occasion aussi de souhaiter à vous qui nous recevez depuis chez vous la bienvenue dans cette émission Qui juge de l'actu, dont voici les thèmes. Chronogramme des élections, vous l'avez vu, hein, le ministre en charge de l'administration territoriale a réuni le mardi dernier tous les partis politiques pour présenter un chronogramme des élections. Nous allons en parler dans cette émission. Notre second thème porte sur le renouvellement du mandat de l'administration. Vous l'avez aussi vu le 29 dernier, c'était aux Nations Unies, où le Mali, il a été question du Mali dans cet organe. Dans cette organisation mondiale qu'est les Nations Unies. Le mandat a été renouvelé, sauf qu'il y a quand même beaucoup de bruit autour de ce renouvellement de ce mandat. Et pour en parler, nous recevons pour vous cet après-midi M. Mamadou Lamine Sibi, analyste politique. M. Sibi, bienvenue à vous. Merci. Et merci aux téléspectateurs. Merci d'avoir répondu à notre invitation, M. Sibi. C'est moi qui vous remercie. Notre second invité, c'est un habitué de ce plateau, M. Abdoul Niang, journaliste pour certains, journaliste du peuple. Absolument. Je vous salue. Je salue tous les personnels de Djoliba TV et FM et ainsi que tous les téléspectateurs. Profitez pour saluer également mon co-débatteur, M. Sibi. Ok, merci M. Abdoul Niang d'avoir répondu à cette invitation. C'est normal. Je le disais dans les propos tout à l'heure, Djoliba Télévision a aujourd'hui 1 an. Vous n'êtes pas un nouveau, en tout cas dans nos locaux. Absolument. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos téléspectateurs aujourd'hui? Bon, de dire joyeux anniversaire à ce bébé extraordinaire qui est parmi les cadets, non moins parmi les plus puissants et les plus suivis aujourd'hui. La preuve, vous êtes un des rares médias aujourd'hui présents à Accra pour donner l'information en temps réel aux Maliens et sur les sommets tant attendus et que nous espérons le sommet de tous les espoirs. Qu'il en soit ainsi. Et indéniablement dans le microcosme médiatique, aujourd'hui, Djoliba TV et FM occupe une place de choix dans ce milieu où le professionnalisme et la déontologie n'ont toujours pas de mise. Mais vous avez su faire preuve de professionnalisme, de sérieux, de rigueur et surtout d'attention envers le public diversifié. Et je vous félicite chaleureusement. D'accord, merci en tout cas pour ces mots, hein, si doux, je suis chaleureux, mais aussi si propre. C'est loin de la flatterie. D'accord, tant mieux. C'est la vérité et c'est un fait. D'accord, merci en tout cas infiniment pour ces mots. Absolument. Monsieur Sibi, c'est votre toute première fois de participer à un débat à Djoliba TV. Il est vrai que vous aviez une fois participé à une de nos émissions, mais c'est quand on était en Facebook Live. Mais vous n'aviez jamais participé à une de nos émissions télévisées. C'est la première fois que vous faites partie de ce panel. Quelles sont vos impressions déjà sur Djoliba TV News? Eh bien, déjà vous souhaitez joyeux anniversaire. Merci. Et Niang le disait tout de suite, hein, c'est un exploit. Moi je le résume en ces termes. Parce que quand j'ai vu par médias interposés que Djoliba allait fêter ses 1 année d'existence, j'ai dit mais 1 an? Ah non, tout ça en 1 année. C'est ce que je me suis dit. J'ai dit mais moi je pensais que le groupe existait il y a 5 ans au moins, et que petit à petit, mais bon, bref, c'est vous dire que vous avez réalisé un exploit et vous avez nos encouragements. Persévérer parce que le chemin est encore long. Maintenant, mes impressions par rapport à la participation à ce débat, eh bien, elles sont positives. Elles sont positives parce que moi je suis pratiquement tous les débats sur vos différents plateaux. Je suis un téléspectateur de la chaîne. Donc être ici aujourd'hui avec Niang pour discuter des choses qui ont trait à l'existence de notre pays, eh bien, moi, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. Ok. Plaisir partagé. Merci en tout cas une fois de plus d'avoir répondu à cette invitation. C'est à nous de remercier tous ceux qui nous regardent sur Djoliba TV News. Nous sommes un bébé, M. Niang l'a si bien dit. Et à Djoliba TV News, comme l'a si bien dit le directeur d'information, M. Mohamed Ater Alidoum, Djoliba TV News, nous avons prêté les serments, nous avons fait les serments de libéraliser la parole. Et ici, tout le monde a droit à la parole.
pas de parti pris. C'est ça la déontologie de Djoliba et nous jurons que nous allons vous servir autant que faire se peut. Sans plus tarder, nous allons donc justement rentrer dans le premier sujet de notre débat d'aujourd'hui. Je le disais, hein, ce sont les chronogrammes qui nous ont été proposés par le gouvernement. Nous avions vu le mardi dernier, c'était le mardi dernier, le ministre en charge de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement, a rencontré les partis politiques pour présenter un chronogramme détaillé, notamment les dates des élections référendaires, les élections communales, mais aussi les élections législatives et pour finir, l'élection présidentielle. Je vous propose d'aujourd'hui de suivre cet élément de nos confrères de la télévision nationale. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture de 2 chronogrammes. D'abord, le chronogramme des réformes politiques et institutionnelles qui comporte 4 grandes activités. La première activité, c'est l'adoption et la promulgation de la loi électorale. Et la période indicative, c'est de mars 2022 à juin 2022. Je voudrais ici rappeler que la loi a été effectivement promulguée par son Excellence le Président de la Transition le 24 juin 2022. À ce stade, il s'agit concrètement d'opérationnaliser l'organe unique de gestion des élections, en l'espèce l'agence indépendante de gestion des élections. La deuxième activité de réformes politiques et institutionnelles, c'est l'élaboration et l'adoption de la nouvelle constitution, avec comme période indicative de juin 2022 à novembre 2022. Je voudrais ici rappeler que par décret numéro 2022-0342/PTRM du 10 juin 2022, Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, a mis en place une commission de rédaction de la nouvelle Constitution qui doit finaliser son travail dans un délai de 2 mois. Troisième série d'activités, c'est la relecture et l'adoption des textes connexes à la Constitution et à la loi électorale. Je voudrais ici citer la loi organique relative à la création du Comité national d'égal accès aux médias d'État, la loi organique déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ainsi que la procédure suivie devant elle, avec comme période indicative juin 2023 à juillet 2023. Et enfin, la loi organique fixant le nombre, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les conditions de remplacement des membres de l'Assemblée nationale en cas de vacance de siège, les indemnités et déterminant les conditions de la délégation de vote. Enfin, la loi portant charte des partis politiques. Voilà, donc vous venez de suivre avec nous cette interview qui a été accordée à la chaîne nationale par le ministre de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement, M. Abdoulaye Maïga. J'ai suivi déjà vos impressions par rapport au chronogramme qui a été proposé par le gouvernement. Effectivement, j'y étais personnellement au nom du Front populaire républicain. Bon, nos impressions, on s'attendait à ça. On s'attendait à ça parce qu'on avait commencé comme ça. En fait, il faudrait déjà rappeler le cadre. Nous avons été convoqués en tant que parti politique dans le cadre de concertation gouvernement-président de parti politique qui existait avant mai 2021, avant l'avènement de ce gouvernement. Donc, il y a eu une reprise de ce cadre-là. Maintenant, c'est à l'occasion de cette reprise que ce chronogramme des élections et des réformes institutionnelles et politiques nous a été présenté. Donc c'était important de le rappeler. L'initiative a été saluée parce qu'on a mis quand même 1 an sans dialogue politique véritable dans ce pays. Cela a été corrigé, c'était à saluer. Maintenant, pour revenir au chronogramme proprement dit, moi j'ai retenu une innovation, l'originalité, enfin, entre autres, bien entendu, c'est que cette fois, les élections présidentielles auront lieu, enfin, les élections législatives auront lieu avant l'élection du président de la République. Parce que l'élection du président de la République va couronner tout le processus. Ce serait en février 2024. Autrefois, c'était couplé, l'élection présidentielle et l'élection législative. Non, on avait l'élection présidentielle après, et ensuite les législatives venaient après. Oui. Donc maintenant, bon, c'est un vieux débat dans la démocratie malienne. C'est que les réflexions étaient en cours
comment faire en sorte que l'élection du président de la République ne détermine pas tout le reste. Okay. Parce que c'est une sorte d'opportunisme politique qui ne disait pas un peu son nom. Et tous les problèmes sous-jacents ou connexes qu'on connaissait dans l'autre façon de faire, là, les débauchages, les retournements de veste, etc. etc. Okay. Donc cette fois, je crois que c'est ce qui a prévalu. Okay. Il faut aller aux élections législatives et ensuite on finira par les présidentielles. Donc je crois que ça va régler un certain nombre de problèmes d'ordre politique. Donc voilà un peu ce que je peux dire à l'entame de mes propos sur la présentation du chronogramme des élections et des réformes politiques et institutionnelles. D'accord. Monsieur Niang, nous avions les dates qui sont déjà connues, que ce soit l'élection, le référendum, les élections communales, législatives, pour finir par l'élection présidentielle. Quel est votre regard en tant que journaliste par rapport à tout ça? Oui, je note d'abord la volonté du gouvernement de mener des réformes profondes au niveau politique et institutionnel avant d'aller aux élections. Maintenant, la question, quel type de réforme sera menée? C'est ça la question. Et quels sont les aspects de la vie politique et institutionnelle qui doivent être mis en cause? Et tout cela mérite un débat approfondi entre les acteurs sociopolitiques. Les différents forats avaient déjà balisé les terrains. Le dialogue national inclusif, les assises nationales de la refondation. Le chronogramme est réaliste si la volonté est d'organiser les élections et d'opérer un retour à l'ordre constitutionnel normal. C'est la volonté. Mais moi, je ne suis pas beaucoup rassuré. M. Sibi parlait, se félicitait du fait que les législatives sont en amont de l'élection présidentielle. Donc peut-être pour lui, ça pourrait mettre un terme à ce qu'on pourrait appeler entre guillemets prostitution politique. Je ne suis pas sûr parce qu'il y a une malice à ce niveau. Nous avons affaire à un pouvoir militaire qui n'est pas indifférent à ces différentes élections, qui sera sûrement candidat à l'élection présidentielle, directement ou indirectement. Soit un militaire va se défaire du treillis, soit un civil sera militarisé pour devenir candidat de la junte, quand même. Et donc, si dans ce contexte, l'élection législative précède l'élection présidentielle, ça veut dire qu'on aura d'abord une assemblée majoritairement composée de militaires et proches, comme le CNT dans sa configuration actuelle. Là est un autre souci majeur. Si ça tourne mal, ça crée une crise politique qui pourrait mettre en cause la tenue de l'élection présidentielle. Au lieu d'avoir une crise post-électorale, on aura maintenant une crise anté-électorale en ce qui concerne l'élection présidentielle. Le débat est là. Et il y a un autre danger dans ce chronogramme, ça c'est le fait que tout le processus électoral commence d'abord par le référendum, qui ne sera pas quand même une sinécure. Il y a eu des tentatives depuis Alpha jusqu'à maintenant, tentatives toutes terminées en queue de poisson. Vous faites allusion à la révision de la Constitution? De la Constitution. Et cette fois-ci, il s'agit d'amener une nouvelle Constitution. Il ne s'agit pas maintenant de toucher à certaines dispositions, mais d'apporter une nouvelle Constitution. Oui. Et donc, l'accord d'Alger, tant haï et détesté par l'opinion malienne, ne va pas quand même permettre que certaines dispositions de l'accord d'Alger soient prises en compte. Et donc, le pouvoir actuel doit l'onction populaire dont il jouit à son opposition à toute politique française. Or, cet accord est quand même la volonté politique de la France.
qui a été imposée à l'État malien. Alors, est-ce que vous voulez dire par là que les réformes politiques dont le gouvernement actuel a envie de faire, que ce n'est pas maintenant le moment de le faire ou quoi? La révision, pour moi, pour les référendums, ils peuvent laisser ça à un pouvoir démocratiquement élu. Parce que faire la révision constitutionnelle sans prendre en compte les dispositions de l'accord d'Alger, c'est provoquer... Mais il avait aussi dit que l'accord allait être relu de façon intelligente. Peut-être que cela sera pris en compte aussi. La question c'est quoi? Est-ce qu'on est plus intelligent que la médiation internationale et les rebelles? C'est ça la question. Qu'est-ce qui sera enlevé? Qu'est-ce qui sera acceptable? Application intelligente, on entend par là appliquer l'accord sans que le pays ne soit divisé. Alors que les dispositions de l'accord mettent en cause clairement les caractères unitaires de l'État malien. D'accord. Donc là est tout le problème. Ok. Je me tourne vers vous, M. Sibi. Vous l'avez dit tantôt, vous vous réjouissez en quelque sorte de ce chronogramme détaillé. Vous l'avez même dit que vous saluez du fait que les élections législatives précèdent celles présidentielles. Alors en quoi cela va changer fondamentalement du fait que nous ayons les élections législatives avant l'élection présidentielle? Premièrement, c'est que il y aura le président, en fait, le jeu des influences sera moindre. Parce que d'habitude, quand on a un parti, quand on va aux élections présidentielles, on a tout de suite un président de la République. Et les réflexes dans la pratique de notre jeune démocratie sont quoi? C'est qu'on est parti pour 5 ans au moins. Et 5 ans, je ne souhaiterais pas être exclu du pouvoir pendant 5 ans. C'est cette réflexion qui prédominait bien dans tous les QG des différents partis politiques, pratiquement. Alors, on s'arrange à être avec la majorité présidentielle. Et l'appareil d'État fait le reste, et puis le président, il a aussi un souci tout de suite, c'est d'avoir une assemblée acquise pour pouvoir gouverner naturellement. Parce que vous voyez, le régime semi-présidentiel, c'est un peu ça. Alors, si on inversait le schéma, c'est-à-dire partir aux élections législatives pour finir par les présidentielles, il n'y aura pas tout ce calcul-là. Le président viendra trouver une assemblée déjà en place. Mais est-ce que cela ne peut pas être aussi un moyen d'handicaper un peu le président de la République en son temps? Vous savez, dans chaque choix politique, il y a des choses positives comme il y en a qui peuvent être critiquées. Yang a souligné quelques aspects. C'est une façon de voir les choses. Mais moi, je vois comme étant un progrès démocratique. Comme je vous le dis, c'est très important ce que je dis. Quand le président est sur place, dans un système politico-institutionnel comme le nôtre, le premier défi tout de suite, c'est d'avoir l'Assemblée. Et nous, on est dans un État où le pouvoir du président de la République est quand même énorme. Donc, il peut tout faire pour avoir l'Assemblée, pour pouvoir diriger. Parce que si le président n'a pas l'Assemblée, vous comprendrez qu'il sera obligé, c'est un peu ce qui se dessine dans un pays étranger. Bon, eux, par leur expérience, ils arrivent à ce qu'on appelle la cohabitation, etc., etc. En tout cas, ça crée des problèmes et il faut beaucoup de réflexion pour pouvoir les résoudre sur le plan politique. Mais si l'Assemblée précède le président de la République, le président viendra trouver une assemblée, quelle que soit la couleur de cette assemblée. Et donc, que l'Assemblée lui soit favorable ou pas, il fera avec. Et ça dénote d'un dynamisme démocratique, à mon sens. Parce que, et puis, vous dire que c'est un vieux débat, hein. C'est pas pourquoi nous on s'est reconnus dedans, c'est pas parce que ça vient des militaires, c'est pas parce que ça vient d'X ou Y, c'est parce que les réflexions étaient déjà là, bien avant les événements d'août 2020, et bien avant. Okay. Donc, ça fait partie
des points de réflexion, de la réflexion permanente sur la démocratie malienne en fait. D'accord. Alors M. Sibi, pourquoi avons-nous attendu tout ce temps pour proposer un chronogramme? Vous l'avez dit qu'on a fait une année, on est en train d'interverser là-dessus par rapport à un chronogramme détaillé. Aujourd'hui le chronogramme est là, mais est-ce que le gouvernement, si la bonne foi y était, ne pouvait-il pas proposer un chronogramme bien avant aujourd'hui? Vous savez, bon, il pouvait peut-être proposer un chronogramme bien avant. Mais on a eu... Surtout qu'on sait, l'embroglio entre nous et la communauté internationale, c'est par rapport à ce chronogramme. Justement, c'est parce que, effectivement, ça aussi, ça peut être une source de retard. Le fait qu'on ne soit pas seul, qu'on soit avec la CEDEAO, qu'on soit avec les Nations Unies, qu'on soit avec l'Union européenne et autres. Donc, c'est des discussions. Et quand on est dans des discussions, on ne peut pas... Ça n'est jamais facile, surtout que dans les discussions, il y a des contradictions. Okay. Donc moi, je me dis qu'ils étaient en train peut-être de chercher un équilibre, ou bien un angle de tir pour ne pas rater. Pour ne pas rater. Parce que imaginez que le gouvernement, ils avaient parlé de 5 ans, le plancher, quoi. Hein? Donc imaginez que le gouvernement s'était donné 5 ans. Ils ont signé, à travers un décret, ils ont pris 2 ans. 24 mois. Imaginez 5 ans. Et qu'il y ait un blocus du côté de la CEDEAO et du reste de la communauté internationale. Donc on allait aller vers une crispation nette. Mais si on reste dans les discussions, en fait c'était du marchandage entre guillemets. Il fallait marchander le délai et tout ça là. Donc maintenant, à ce moment, ils ont compris qu'il fallait quand même avancer et qu'ils pouvaient aller sur les 2 ans. Okay. Donc en connaissance de tout ça, ils ont élaboré le chronogramme. Je vous dis que le chronogramme va sur les 2 ans là qui se sont donnés. Parce que la dernière élection, celle du président de la République, c'est en février 2024. Et c'est en mars 2024, effectivement, que la transition prendra fin. Donc moi, je me dis que tout ce temps, mais une année dont vous faites allusion là, je parlais d'une année tantôt, c'est une année d'absence de dialogue politique. Comme je l'ai dit, ce cadre-là, c'était le cadre initial. Quand ils sont venus, après août 2020, on a eu ce cadre-là, placé sous le leadership, la responsabilité du ministre de l'administration territoriale. On a eu plusieurs réunions. Mais c'est après les événements de mai 2021 et l'avènement d'un nouveau Premier ministre et donc d'un nouveau gouvernement que ce cadre-là a été levé ou suspendu, je ne sais pas. En tout cas, on ne se voyait plus. Mais maintenant, après, bon, vous avez vu, sur le plan politique, ça a évolué. La loi électorale, version gouvernement, a connu 92 amendements. Ça veut dire ce que ça veut dire en politique. Donc, ils ont peut-être compris qu'il y avait des blocus. Ce gouvernement n'est plus capable de discuter sincèrement, ni avec la classe politique, ni avec la CEDEAO. Donc je crois qu'ils sont dans une autre stratégie, d'où la reprise de ce cadre-là. Donc c'est ce qui explique un peu tout ce que je disais. Ok. Monsieur Nyang, permettez-moi de vous faire manger le piment de M. Sibi dans votre bouche. Il a dit tantôt que bien avant que nous ayons un second gouvernement de transition, apparemment tout allait bien. Il y avait un cadre qui était là, qui dialoguait sous le leadership du ministre de l'administration territoriale, il a dit tantôt. Mais avec la nouvelle loi électorale qui a été adoptée puis promulguée la semaine surpassée par le président de la transition, on avait vu que, en tout cas, il y avait une manière de mettre à l'écart carrément le ministère de l'administration territoriale concernant les élections, tout ce qui concerne les élections. Alors aujourd'hui, on a l'impression que ce ministère a été ressuscité. Hein. Le blocage se situe où, selon vous, à ce niveau? Le même reproche a été fait au précédent Premier ministre, Mokhtar Wane, qui voulait trop s'immiscer dans le processus électoral au détriment du ministre de l'administration territoriale. Et en ce moment, l'intention était claire, faire tout pour ne pas organiser les élections en février. Maintenant, l'actuel Premier ministre Choguel Kokala Maïga est venu avec sa volonté de régler ses comptes avec les politiques du mouvement démocratique. Alors là, ça a été un problème
parce que plus il combattait ces gens, plus lui-même s'enfonçait à son insu. Aujourd'hui, c'est lui-même qui est devenu un problème entre le pouvoir et la classe politique, le pouvoir et la CEDEAO. Or, il se trouve que le ministre de l'administration territoriale est en phase avec l'ensemble de la classe politique. Et le cadre d'échange qui était là a été balayé par le Premier ministre. Et dans la loi électorale version gouvernement, ce ministre de l'administration territoriale avait été dépouillé de toutes ses prérogatives comme si on le punissait pour son rapprochement avec la classe politique hostile au Premier ministre. Alors, moi, je pense quand même que le chronogramme qui nous est offert est réaliste. Les réformes proposées sont essentielles, capitales pour la refondation, c'est indéniable. Maintenant, quelles réformes seront menées? Est-ce qu'il s'agit de réformettes de façon superficielle, tout en oubliant la profondeur des choses, ou bien il s'agit de véritables réformes? Là est la question. Est-ce que le pouvoir a l'intention d'organiser les élections même en 2024? Là aussi est la question, parce que tel que moi je vois les choses, on risque de connaître une nouvelle prolongation, donc peut-être une nouvelle crise ou tension politique. Okay. M. Sibi parle toujours du fait que les législatives viennent avant la présidentielle. Pour moi, ce serait une bonne chose si la junte n'était pas intéressée par l'élection présidentielle. Or, c'est les militaires qui sont aux affaires aujourd'hui. Si ils l'organisent, comme ça veut dire que tout le monde va se rallier de leur côté pour avoir la bonne grâce du pouvoir, pour être élu d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce que les partis politiques en ce moment vont se laisser faire? Les partis politiques sont déjà avec la junte. Tu vois, les grands partis sont tous en train de voler en éclats. Ils sont soit au tribunal, soit sur le point d'y être. Donc, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas un hasard. Il y a quand même un ressort derrière toutes ces tensions, et c'est stratégique. Donc, je pense quand même que les politiques vont s'agiter, mais est-ce que cette agitation va avoir la force, d'autant que chacun de ces politiques a un dossier quand même à la justice, soit susceptible d'être sur la table du procureur, d'où leur silence après tout ce qu'on voit aujourd'hui. Maintenant, les risques, c'est quoi à ce niveau? Si on fait les législatives comme ça, ce qui est clair, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui vont avoir la majorité à l'Assemblée. Donc même s'ils perdent l'élection présidentielle, la majorité est pour eux au niveau de l'Assemblée nationale. Donc le nouveau président sera soumis, parce qu'il y aura une cohabitation. À défaut, le président va tenter de dissoudre l'Assemblée et on va vers une autre aventure. Dieu nous en préserve. Alors, apparemment, vous n'êtes pas sûr de la tenue de ces élections, mais qu'est-ce qui vous fait douter, M. Niang, de ces élections? Et déjà, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'administration territoriale sont en train de dire qu'en cas de difficulté, ils peuvent s'asseoir encore avec la CEDEAO, discuter, le comité de suivi qui sera mis en place, des difficultés peuvent surgir, etc. Ça veut dire que le pouvoir prépare de l'opinion déjà à cela. Et surtout, la révision constitutionnelle, comme le point de départ du processus électoral, me semble comme une malice de la part du pouvoir, parce que forcément, ça va provoquer un tollé. On risque de connaître ante abana bis, donc ce qui va mettre en cause les restes du processus. Et on risque de connaître soit une nouvelle transition, soit un nouveau chronogramme des réformes et de l'élection. D'accord. M. Sibi, est-ce que vous pensez, comme M. Abdoul Niang, que nous risquerons, on l'a dit, d'avoir une autre prolongation de la transition? Non, ce que Niang doit comprendre, c'est que nous sommes dans une lassitude. On a lassitude après tout le monde dans cette histoire. On a vraiment envie de sortir de cette impasse. Moi, j'appelle ça l'impasse, quoi. C'est pas normal pour un État de vivre comme ça. Ni politiquement, ni institutionnellement, ni socialement, en fait. Nulle part, quoi. Donc, il n'y aura pas de prolongation de la transition. Il va y avoir des élections.
Ça, c'est sûr. Maintenant, bon, quelle élection? On en aura, on espère. Vous avez entendu le ministre en charge de l'administration territoriale dans sa déclaration. Il y aura un certain nombre, la relecture d'un certain nombre de textes. La loi portant, je crois, création de la DGE, les attributions de la DGE, tout ça, là, la loi organique sur le nombre et les modalités d'élection des membres à l'Assemblée nationale, etc., etc. Donc, c'est des réformes à minima. Peut-être qu'il y aura une réponse à certaines de ces interrogations. On n'a même plus le temps de refondation, aller peut-être à travers ce qui va se passer sur le plan constitutionnel. On n'aura plus de révision, on parle de nouvelle constitution. C'est différent. Une commission a été mise sur place par décret du président de la République. Donc on est dans le timing. En tout cas, le chronogramme proposé est tenable. Et je pense qu'on n'a même pas le choix. On ne peut plus aller au-delà de mars 2024. Ça, quand même, ça doit être clair pour tout le monde. Okay. Maintenant, ce qui est qui veut venir, qui ne veut pas venir, bon, là, le jeu politique, c'est le domaine de l'imprévisibilité. D'accord. On agit, on a des plans, on les met en œuvre, on attend les résultats. Voilà. D'accord. Vous parliez tantôt aussi du facteur temps. On sait très bien que l'un des problèmes de cette transition, comme l'a dit l'autre, c'est le temps. Mais le chronogramme, c'est quand même très ambitieux. Est-ce que le temps que nous avons nous permettra-t-il de réaliser tout cela? Oui, on peut. Pourtant, c'est bien clair. En février 2024, par exemple, on a l'élection du président de la République. Je crois que c'est le 3, je ne sais pas, début février. En tout cas, en février 2024. Oui. Pour clore. 2024. Oui. Donc, c'est clair. Il y a des dates pour toutes les activités du processus, du chronogramme. On sait quand est-ce que la commission de rédaction de la nouvelle constitution doit rendre son rapport. On sait quand est-ce que le collège électoral pour le référendum doit être convoqué, etc. etc. Donc, c'est très clair, on voit clair dans le rétroviseur. D'accord. Ok. Monsieur Yang, parlant d'élection, en tout cas, la Constitution de la République du Mali est très claire, surtout pour le référendum. C'est vrai qu'on ne parle pas de révision constitutionnelle, on parle de l'élaboration d'une nouvelle constitution. On sait très bien que la constitution est très claire lorsqu'une partie du pays, en tout cas, est occupée. Point de référendum. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'avec la sécurité qui, en tout cas, est en train d'aller de façon dégradante, tout ceci est vraiment réalisable? Bon, est-ce qu'on a une constitution? Elle est là, la constitution de 92, elle est toujours en vigueur. C'est ça l'erreur. La gente dit que c'est en vigueur, les gens aussi ont cru que c'est toujours en vigueur, alors que c'est faux. Mais qu'est-ce que vous faites dire que c'est faux? Sur tous les documents officiels, la Constitution, elle est là, la charte est là. Alors, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. Mais eux-mêmes, leur présence d'abord met en cause l'existence de la Constitution. Leur présence d'abord. C'est ça le problème. Ils ont commis un crime, ils ne veulent pas assumer que c'est un crime qu'ils ont commis. Et donc, ils ont dit aux gens que ce n'est pas un coup d'État, c'est une démission du président. Donc, suspendre la Constitution, c'est reconnaître qu'ils ont fait un coup d'État. C'est un discours. Dans les faits, il n'y a pas de Constitution. C'est la charte qui existe. Et pour preuve, on dit que si la charte entre en contradiction avec la Constitution, la primauté revient à la charte. Est-ce qu'on peut parler de l'existence de la Constitution encore? Okay. Quelle est la légitimité ou bien la valeur juridique de cette charte qui se met du jour au lendemain au-dessus de la Constitution, adoptée par le peuple par référendum? Ça veut dire qu'il n'y a pas de Constitution. Et donc ça, c'est évoquer l'article 118 d'une Constitution qui n'existe plus me semble absurde. Il faut admettons même que la Constitution demeure. L'article 118, il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. C'est quand même la réplique de la Constitution française.
Et si l'intégrité territoriale est mise en cause, point de révision de la Constitution, c'est pour que l'occupant n'impose quoi que ce soit au pays. Je crois que le schéma du Mali n'est pas typiquement ça, là où nous sommes. On ne peut pas aussi conditionner ou subordonner la vie institutionnelle de notre pays à la pacification absolue de notre territoire, parce que le type de conflit que nous avons aujourd'hui est complexe et très difficile. Donc le Mali a besoin de renforcer sa démocratie, de renforcer ses institutions, mais la question la plus importante, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va mettre dans la nouvelle constitution? Parce que l'accord sera, la nouvelle constitution sera rédigée en tenant compte des dispositions de l'accord d'Alger. Accord d'Alger qui met en cause le caractère unitaire de l'État malien. Parce que l'accord dessine clairement un fédéralisme entre l'État du Mali et l'État de l'Azawad, avec un nouveau type de scrutin pour les assemblées régionales du Nord, dont le président est élu au suffrage universel direct comme le président de la République, doté de pouvoirs étendus. On n'est plus dans le schéma de la décentralisation, mais dans le fédéralisme. Les régions peuvent aussi se mettre ensemble. C'est adopter une structure dirigeante qu'on appelle comité consultatif interrégional et qui a le monopole de la politique de développement, de sécurité et du Nord. Les régions aussi ont la possibilité d'adopter la dénomination officielle de leur choix. Un Sénat sera mis en place qui va représenter, où les représentants de l'Azawad seront quand même présents. Mais on ne peut plus parler quand même de l'État unitaire du Mali. Donc, rédiger une nouvelle constitution en tenant compte de certaines de ces dispositions, ça nous conduire à l'aventure et je suis certain que ça va provoquer une crise politique très profonde. Voilà qui est bien dit et que Dieu nous en préserve. Ceci nous conduit à notre second thème de ce débat, renouvellement du mandat de l'administration. Nous l'avons dit le 29 juin dernier aux Nations Unies, c'était au Conseil des Nations Unies. Voilà, le Mali, il a été question du Mali, je le disais tantôt. Le mandat a été renouvelé. Je vous propose justement d'écouter ici son Excellence, l'ambassadeur représentant permanent du Mali aux Nations Unies, Issa Konfounou. Voilà. Pour des impératifs de respect de la souveraineté du Mali, de coordination et de sécurité, les mouvements de la MINUSMA ne peuvent se faire qu'avec l'accord des autorités maliennes compétentes. De même, le Mali n'est pas à mesure de garantir la liberté de mouvement pour les enquêtes de la MINUSMA sans l'accord préalable du gouvernement. Par conséquent, le Mali n'entend pas exécuter ces dispositions malgré leur adoption par le Conseil de sécurité. En tout état de cause, le gouvernement de la République du Mali estime que les allégations sur les violations des droits de l'homme relèvent de la responsabilité principale des autorités maliennes. La MINUSMA a vocation de leur apporter l'assistance nécessaire à cet égard. Elle n'a pas vocation à se substituer au gouvernement du Mali. La délégation du Mali appelle le Conseil de sécurité à permettre à la MINUSMA de se consacrer aux tâches prioritaires pour lesquelles elle a été déployée dans mon pays, à savoir l'appui à la restauration de la sécurité et de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, condition sine qua non pour une meilleure protection des populations et de leurs biens. Voilà, vous l'avez suivi avec nous, donc cette déclaration de son Excellence l'ambassadeur Issa Konfounou, c'était aux Nations Unies, devant les conseils de sécurité des Nations Unies. Monsieur Subi, le mandat a été renouvelé, sauf que, en tout cas, il y a eu la réticence du gouvernement malien face à certaines agitations du Conseil. Quelle est votre lecture? Oui, bon, des réserves, c'est des réserves. Le mandat a effectivement été renouvelé sur des réserves du gouvernement qui n'ont pas été prises en compte. Enfin, certaines de ces réserves n'ont pas été prises en compte. Sinon, par exemple, l'assistance aérienne que la France s'était proposée d'apporter à la MINUSMA
a été... voilà, on a accepté ça. Parce que c'était une réserve du gouvernement. Le gouvernement a dit non, nous ne voulons pas d'assistance aérienne de la République française au profit de l'aménagement. Ça, le Conseil était d'accord avec ça. Donc, mais les deux autres réserves, parce que c'était trois réserves fondamentalement. Bon, les deux, la référence au G5 Sahel, vous savez, nous venons de sortir du G5 Sahel pour des raisons que vous savez. Aussi, la liberté de mouvement. Je crois que c'est d'ailleurs le principal point d'achoppement actuellement, la question des droits de l'homme. Parce que vous savez, la question des droits de l'homme, elle peut être aussi politique, quoi. La ligne entre les droits de l'homme et les velléités politiques n'est pas toujours étanche. Bon. Donc le gouvernement pense que, au nom de la défense des droits de l'homme, certains pays ou certains acteurs pourront trouver des brèches pour encore affaiblir, combattre, asserrer le gouvernement malien. Je crois que c'est des inquiétudes qui sont là. Moi, je ne suis pas du gouvernement, c'est eux qui savent pourquoi ils pensent comme ça. En tout cas, sur ce point, le Conseil eh bien, n'a pas donné suite à cette demande du gouvernement. Le fait de conditionner le déplacement, les enquêtes de l'aménagement dans le cadre des droits de l'homme, des violations des droits de l'homme, à une autorisation préalable du gouvernement du Mali. Ça n'a pas été accepté. Et on le voit très clairement dans la résolution, la partie relative au mandat de l'aménagement, que effectivement l'aménagement dispose de cette liberté de mouvement, qu'il s'agisse du centre du pays, la région de Mopti et autres là, que des régions du nord. Donc toutes les fois, eh bien, qu'elle estime qu'il y a eu violation des droits de l'homme, elle peut effectivement mener des enquêtes, se déplacer sur le terrain sans autorisation préalable du gouvernement du Mali. La résolution adoptée, la version adoptée de la résolution fait état de ça, concède ça à l'aménagement. Le gouvernement de la République du Mali a quand même dit qu'il ne garantira pas, en fait, il ne sera pas garant de ça. Tout simplement, il est possible que lui, eh bien, gouvernement, ne respecte pas cette disposition de la résolution. Et moi, ça me fait penser à l'accord d'Alger. Vous savez, dans les négociations, en fait, quand on a même fini, avant la signature, des réserves ont été formulées de part et d'autre. Quand je dis de part et d'autre, je parle du gouvernement. Le gouvernement a fait des réserves. Les mouvements armés ont fait des réserves. Mais la médiation n'a pas pris en compte ces différentes réserves-là. Et dans la mise en œuvre de l'accord de 2015 à aujourd'hui, nous avons quand même rencontré beaucoup de problèmes. Est-ce que quelque part, c'est des interrogations, dans l'analyse de tout ça, là, c'est des questionnements que moi je fais. Je me dis, est-ce que le fait de ne pas prendre en compte ces réserves-là n'y est pas pour quelque chose dans tout ce qu'on a rencontré comme problème dans la mise en œuvre de l'accord? Alors, dans la mise en œuvre, effectivement, de la même manière, dans la mise en œuvre de cette résolution renouvelant le mandat de l'aménagement, avec des réserves formulées par le gouvernement de la République du Mali, ignorées par le Conseil, je me dis, est-ce qu'on n'aura pas d'autres difficultés? Donc, c'est des questionnements qu'on peut se faire légitimement. Ok. Monsieur Niang, comment expliquez-vous le fait que le Conseil ait décidé de nous imposer une résolution qu'on n'approuve pas? Est-ce que la résolution est rédigée par le gouvernement du Mali? Non. Est-ce que la résolution a une fois été rédigée par le gouvernement du Mali? Jamais.
Mais on doit tenir compte des aspirations du peuple malien, du gouvernement malien. Ils vont parler de quelle souveraineté après ça? Vous chassez la France, mais vous êtes d'accord avec le renouvellement d'un mandat à travers une résolution rédigée et défendue par la France. Il y a une ambiguïté. À un moment que le gouvernement nous dise ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. On ne peut pas vouloir et ne pas vouloir à la fois. Ça ne marche pas comme ça. Le Premier ministre Shogel, quand il a été interpellé au CNT pour la question d'actualité, il a dit clairement que le mandat serait renouvelé. Et que ce soit Issa Konfourou et le ministre Diop, ils ont tous plaidé pour le renouvellement du mandat. Avec des réserves, bien entendu. Avec quelques réserves. Oui. Le Mali a tout le temps émis des réserves. Diop n'est pas à sa première expérience. Il était ministre des Affaires étrangères. Il a plusieurs fois été pour les mêmes circonstances sous Ibeka. Aucune réserve du Mali n'a jamais été prise en compte. Le Mali, ça fait combien d'années qu'on est en train de demander un mandat robuste? Jamais. Chaque année, on a des réserves. On a des demandes d'ajustement du mandat, jamais prises en compte. Il le savait dès le départ que ça ne serait jamais accepté. On va aller dire ce qui plaît, ce que le peuple veut entendre, mais au fond, on sait que ça ne sera jamais tel qu'on souhaite. Shogel l'a dit et devant le CNT, quand il a été interpellé pour les questions d'actualité, il a dit que ça ne sera pas comme le souhaite le gouvernement, mais que ça sera renouvelé, mais que lui, il veut que les Maliens comptent sur les FAMA au lieu de l'aménagement. Ça veut dire qu'il savait d'avance que ça ne serait jamais accepté, ce qu'on demandait. Et maintenant, pourquoi tous ces bruits, etc. On ne dit pas aux gens que c'est la France qui rédige la résolution, que c'est la France qui défend la résolution. Et nous, on met la France à la porte, et à l'ONU, on va quand même demander à ce qu'un mandat soit renouvelé dont la résolution est rédigée et défendue par la France. Alors, M. Abdoul-Niang, est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que la question du MINUSMA est devenue aujourd'hui une épine sous les pieds des autorités actuelles? Ça a toujours été comme ça. Les puissances ont mis en place l'ONU. Elles se servent de ses paravents pour agresser des pays. Le Mali tentait de se prévaloir de sa souveraineté, mais le Conseil de sécurité a montré que la souveraineté d'un État du tiers-monde n'est pas opposable au Conseil de sécurité. C'est ce que ça veut dire clairement l'adoption de cette résolution par le Conseil de sécurité. Et pour preuve, le ministre Diop lui-même disait sur le plateau de l'ORTM que même le Gabon, qui représente l'Afrique au Conseil de sécurité, a reconnu que la résolution violait la souveraineté du Mali, mais a voté pour la résolution. Mais avec tout ça, vous continuez de faire du vacarme comme si la faute est à un autre. Mais vous savez déjà la réalité des choses. Vous savez déjà comment fonctionne le Conseil de sécurité de l'ONU. Et on a vu l'abstention des puissances partenaires. La Russie et la Chine. C'est très significatif. Les gens ont dit non, non, non. Et pourtant, ils ont tout le temps voté pour. Parce que et cette fois-ci, non, ils ont fait abstention. Abstention veut dire quoi? Quel est l'effet de l'abstention? L'effet de l'abstention, c'est l'adoption de la résolution. Okay. S'ils étaient contre, ils allaient quand même dire clairement on est contre. Le Mali a demandé le renouvellement avec des réserves. Donc, le Mali a trouvé que ces réserves ont été ignorées. Si les Russes et les Chinois étaient du côté du gouvernement malien véritablement, ils allaient s'opposer jusqu'à ce que ces réserves soient prises en compte. D'accord. Monsieur Niang, il y a beaucoup de Maliens aujourd'hui qui se sentent trahis par les autorités de la transition du fait de ce renouvellement du mandat de l'administration, parce que beaucoup pensaient qu'on n'allait pas, en tout cas, accorder en tout cas cette faveur à l'administration de revenir ici, parce que pense-t-il, beaucoup de gens pensent aujourd'hui que le grand problème auquel le pays est confronté, l'administration y est pour quelque chose, parce qu'elle ne joue pas le rôle qu'elle doit jouer. Quel est votre regard par rapport à ça? Bon, c'est par méconnaissance en réalité. Parce que
C'est une résolution du Conseil de sécurité qui a déployé la MINUSMA. C'est pas Cette demande du Mali? À la demande du Mali, moi je ne sais pas. Mais moi je ne pense pas que ce soit à la demande du Mali. Les Mali, pour preuve, les pays qui envoient leurs soldats, ce n'est pas le Mali qui décide ça. C'est la France qui décide quel et quel pays doivent venir. Donc ça veut dire que c'est à la demande de la France. La résolution est votée pour donner à qui? Pas quand même au gouvernement malien, à la France. Et donc c'est une résolution du Conseil de sécurité qui peut retirer aussi les casques bleus du Mali, à ma connaissance. Quelle est la place de l'Afrique au Conseil de sécurité? J'ai entendu les gens qui réclament un décret du colonel Goïta pour retirer la MINUSMA. Bon, je ne sais pas, comme je ne suis pas spécialiste en relations internationales ou spécialiste du droit, mais moi, ça me fait rire. Parce que si le Mali pouvait chasser la MINUSMA, il l'aurait fait. On a demandé à Barkhane de partir, on a demandé à Takuba de partir, mais on a demandé que le mandat de la MINUSMA soit renouvelé avec des réserves qui ont été superbement ignorées. Pour moi, c'est significatif. D'accord. Ouais. Monsieur Sibi, entendre Monsieur Nyang parler, on a comme l'impression que certes, la France a été, en tout cas, chassée du pays, il faut le dire, mais elle est quand même incontournable sur la scène internationale. Vu ce qui s'est passé aux Nations Unies, on a l'impression que c'est elle qui est là, en tout cas qui bouge les pions pour que la MINUSMA puisse rester ici. Et cette France, elle est, selon les dires de Abdou Niang, incontournable. Hein? Est-ce que c'est aussi votre regard de la chose? Moi, je comprends les gens, je comprends beaucoup de Maliens, parce que vous savez, en psychologie, il y a ce qu'on appelle la suggestion de foule, suggestionner les foules. Ça veut dire quoi? Les enflammer avec des discours, avec de la vaillance, etc., etc. On a, depuis un certain temps, on a suggestionné à intense, mais intensément, je vous dis, les masses, les foules maliennes. Jusqu'au point de peut-être pas perdre l'objectivité, mais tout comme, là je parle des gouvernants. Le gouvernement du Mali sait que la MINUSMA ne fait pas partie du problème. C'est pas vrai. La MINUSMA n'est pas un problème pour le Mali. Pourtant, beaucoup de Maliens pensent le contraire. C'est ce que j'ai dit à l'entame de mes propos. J'ai dit que, vous savez, les foules, on les suggestionne, on conditionne les foules. Moi, je suis un homme politique. Je sais quoi, le discours politique, tout ça là, c'est un travail. Le gouvernement avait besoin de mobiliser parce que c'est en retrouvé dans une situation à la limite intenable. Maintenant, pour mobiliser, des contre-vérités ont été dites. C'est ça la vérité. Les choses ont été présentées à l'envers pour pouvoir se protéger un pouvoir en place qui avait besoin de survivre à un moment où c'était très chaud. Il y avait plusieurs fronts. C'est ce travail qui a été fait. Mais la vérité sur le fonctionnement du monde est tout autre. Okay. Alors, maintenant, cette résolution portée par la France politiquement, la France était membre permanent. Il y a les membres permanents, il y a les membres non permanents. C'est les membres permanents qui ont le poids, qui sont là en permanence et qui ont le droit de veto. Ok, M. Sibi, nous sommes pris par le temps. Alors maintenant, avec cette nouvelle résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, en tout cas, on s'attend à des jours difficiles entre les forces onusiennes, la MINUSMA. Mais pourquoi devrions-nous avoir des jours difficiles? Parce que le communiqué, il est clair. L'ambassadeur a dit qu'il y a des dispositions que le Mali, en tout cas, se garde le droit de réserve là-dessus. Alors, on suppose que la cohabitation va être difficile à ce niveau. Non. Des réserves, c'est des réserves. D'accord, mais sous réserve. Nous, on aurait souhaité. Il a demandé à ce que la déclaration soit consignée dans le procès verbal. Justement. En fait, nous, on aurait souhaité, je parle du gouvernement, le gouvernement aurait souhaité que
toutes ces réserves soient prises en compte dans le cadre de l'élaboration de la résolution, en tout cas de son vote. Okay. Mais il s'est avéré que certaines de ces réserves ont été ignorées. Okay. Mais maintenant, c'est quand même un État. Un État est suffisamment responsable pour pouvoir juguler quelques crises que ce soit. Ça ne doit pas être un problème qui doit bloquer la cohabitation ou impacter négativement le travail de l'aménagement ici. L'aménagement, c'est un instrument. Et moi, je vous dis que c'est cet aspect de l'aménagement que vous voyez, militaire, pourquoi est-ce que l'aménagement ne s'oppose pas. Mais moi, je vous dis que l'aménagement intervient dans des localités de ce pays-là où le gouvernement, à part peut-être les statistiques, combien d'habitants sont là, n'a rien à voir dans ces localités. Ils ne connaissent pas le gouvernement, mais l'aménagement fait des choses. Donc, ça fait aussi partie du mandat d'accompagner l'État pour que progressivement nous puissions exercer l'autorité d'État sur l'ensemble du territoire national. Pourquoi on ne communique pas aussi sur ça? Et pourtant, il y a des choses qui se font dans ce sens aussi. D'accord, c'est bien noté. M. Abdounian, nous sommes quasiment à la fin de l'émission. Votre regard de la nouvelle cohabitation entre les forces onusiennes, l'aménagement et le gouvernement malien? Moi, je souhaite que la sagesse prévale chez le gouvernement du Mali, parce que les États-Unis ont menacé. Et le gouvernement du Mali, clairement, il se porte garant de la sûreté des soldats de l'ONU. Et il n'exclut pas également d'agir fermement contre le Mali en cas de mise en cause de l'application du mandat voté par le Conseil de sécurité, pour qui connaît les États-Unis et leur idéologie, et ne sont pas aussi gentils que les Européens. Pour moi, prions que la sagesse prévale de part et d'autre. D'accord, M. Sibi, votre mot de la fin en 2 secondes. Moi, mon mot de la fin, c'est que l'aménagement est utile encore au Mali, alors que le gouvernement, qui est d'ailleurs responsable, le reste, Nyang l'a dit, il faut dépasser les émotions, les calculs, l'orgueil et tout ça là. Il y a le réalisme qui est là. Nous sommes un État failli, ne l'oublions pas. Le jour où on sera capable, on sera debout, et on pourra faire face à tous nos problèmes, ce jour-là, je pense que tout naturellement, le gouvernement exercera toute sa plénitude. Merci à vous, M. Mamadou Lamine Sibi, d'avoir répondu à notre invitation. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup. Notre second invité, M. Abdoul Niang, journaliste du peuple. M. Niang, c'est un plaisir. Plaisir partagé. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis sur Djeliba TV dans votre émission, le QG de l'actu. Nous vous donnons rendez-vous pour le dimanche prochain dans une autre thématique. D'ici là, portez-vous bien. Surtout clin d'œil à la population de Sikasso. Merci et à la semaine prochaine.